Bienvenue au Musée des Beaux-Arts de Lyon où se tient actuellement l'exposition Zurbaran, réinventer un chef-d'œuvre, que vous pourrez visiter jusqu'au 2 mars 2025 et dont nous allons parcourir les sections ensemble à travers un choix d'œuvres. L'exposition Zurbaran, réinventer un chef-d'œuvre n'est pas une exposition monographique consacrée à retracer la carrière de Zurbaran, ni une exposition thématique, c'est une exposition à la croisée de ces deux chemins qui s'est construite tout entière autour d'une œuvre. C'est assez original. Un Saint François peint par Francisco de Zurbaran en 1636 qui appartient au fond du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Dans l'exposition, dans un premier temps, on vise à doter le visiteur d'éléments de compréhension qui lui permettent d'appréhender dans quelle mesure ce Saint François est un chef-d'œuvre à l'aune de la peinture de son temps et à l'aune de la production de cet artiste. Et dans un second temps, il sera question de la fortune formidable rencontrée par cette œuvre, précisément ce Saint François de Zurbaran, auprès d'artistes qui se sont succédés de génération en génération du XIXe siècle jusqu'à nos jours. Dans cette exposition, il est donc question essentiellement de peinture ancienne, mais il y a aussi de la sculpture, des dessins, des gravures, des photographies. Il y a de la haute couture également, donc des champs très larges, une chronologie aussi vaste, ce pourquoi nous avons eu recours aux lumières de différents experts rassemblés au sein d'un comité scientifique, Odile Delanda, qui est spécialiste de Francisco de Zurbaran, Javier Portus, qui travaille au musée du Prado, Stéphane Pacou, qui est conservateur des peintures et sculptures du XIXe siècle au musée, Barbara Forest, conservatrice au musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, et enfin Alexandre Sanson, responsable de collection au Palais Galliera, musée de la mode de la ville de Paris. Francisco de Zurbaran est né à Fuente de Cantos en 1598. Il est baptisé le 7 novembre de cette année-là. Fuente de Cantos est une petite localité au sud de l'Estrémadure. L'Estrémadure, une région au centre de la péninsule ibérique. Et il se trouve que Fuente de Cantos est vraiment au sud de cette province, proche d'une grande capitale régionale, Séville, qui est alors une ville extraordinairement riche et vivante pour les arts, parce que c'est le port dans lequel affluent les richesses provenant de ce nouveau monde de l'Amérique conquise notamment par les conquistadores espagnols. Zurbaran donc commence sa formation à Séville, dans l'atelier d'un peintre dont nous ne connaissons pas l'œuvre. Il ne subsiste pas de tableau qui soit attribué à Pedro Díaz de Villanueva. Il est entouré à cette époque-là des plus grands peintres de son temps qui se forment aussi à Séville, donc Herrera l'Ancien, Alonso Cano et son ami Diego Velázquez qui est formé à la même époque à Séville. Il retourne ensuite en Estrémadure où il ouvre un atelier en 1617 à Llerena, une ville importante de cette province, mais en 1629, la municipalité de Séville l'appelle à s'établir dans cette ville car il a déjà conçu de grands cycles, il a répondu à des commandes importantes pour des maisons religieuses en Andalousie et de fait Zurbaran est considéré comme le plus espagnol des peintres du siècle d'or parce qu'il n'a pas effectué le voyage en Italie comme a pu le faire par exemple Velázquez et il a exclusivement produit des œuvres pour une clientèle privée ou religieuse en Andalousie, en Estrémadure et plus ponctuellement à Madrid. Il va faire une incursion à Madrid en 1634 où il travaille au chantier du Buen Retiro, donc un palais royal sous l'égide de Philippe IV. C'est son ami Diego Velázquez qui a promu sa situation à Madrid. Mais il retourne très vite à Séville. C'est vraiment dans cette région, dans cette Andalousie, que les grandes maisons religieuses, monastères et couvents prennent leur essor grâce à ces richesses affluant, notamment dans le port de Séville. Francisco de Zurbaran achève sa vie et sa carrière à Madrid, où il s'établit en 1658. Il continue de produire des œuvres très belles et sensibles, et il s'éteint dans cette même ville en 1664. Ce très beau voile de Véronique ou Sainte-Face, selon les deux appellations qu'on peut prêter à ces œuvres-là, nous a été prêté par le musée des Beaux-Arts de Bilbao.
Alors, le voile de Véronique, c'est censé être cette image miraculeuse imprimée sur le voile de Véronique, donc Sainte Véronique qui accompagnait le Christ dans sa montée au Golgotha, portant la croix, et qui aurait donc appliqué ce voile sur le visage baigné de pleurs, de sueur et de sang du Christ, sur lequel se seraient donc imprimés les traits du Fils de Dieu. Au XVIIe siècle, c'est un thème qui connaît une certaine disgrâce dans le cadre de la Réforme catholique parce qu'on remet en cause l'existence de Sainte Véronique. Véronique, en fait, désignerait en latin et en grec la vraie image, Véron icône, icône en grec, et ce serait cette véritable image imprimée sur une relique telle que celles qui sont conservées dans des églises espagnoles ou encore au Vatican. Au contraire des images peintes représentant le Christ. Ce thème n'en continue pas moins de connaître un véritable essor en Espagne, en particulier en Andalousie, et Zurbarán a une véritable prédilection pour ce sujet auquel il applique un traitement tout à fait original. C'est-à-dire que si l'on compare par exemple les saintes faces, les voiles de Véronique de Zurbarán avec ceux peints par le Gréco, il ne s'agit plus de produire une icône avec un traitement hiératique, un véritable portrait du Christ, mais de donner l'illusion de la relique, même de signifier, de mettre en présence quasiment le regardeur du tableau avec ce voile de Véronique. Et de fait, ici, vous voyez, c'est une impression tout à fait évanescente qui émane de cette représentation. Les contours sont volontairement flous. Et ce caractère très illusionniste porte la marque de la manière de Zurbarán. Il y a aussi le dispositif d'accrochage, étant tenté de dire, de ce voile qui frappe, c'est-à-dire ces petits fils qui relient de part et d'autre le voile au fond auquel il est accroché, et puis ce clou en partie haute qui le retient. C'est une manière de signifier vraiment la matérialité de cet objet, c'est-à-dire qu'on trouve ici toute la tension qui caractérise l'art et la manière de Zurbarán, cette coexistence qui peut paraître paradoxale entre l'expression du sacré la plus sensible et une caractérisation des matières aussi virtuose que réaliste. Et ce n'est pas contradictoire pour la mystique espagnole. Sainte Thérèse d'Avila disait que le Seigneur était partout, y compris parmi les marmites. Jusque dans la cuisine, le divin est présent dans le quotidien de l'espagnol du XVIIe siècle. Et vraiment, Zurbarán est le peintre qui interprète de la plus haute manière cette pensée mystique catholique propre à l'Espagne du siècle d'or. Dans la première section de l'exposition Zurbarán réinventé un chef-d'œuvre, nous avons rassemblé un petit nombre d'œuvres assez fabuleuses pour donner à comprendre la manière, les caractéristiques essentielles de l'art de Zurbarán. Ce sont des œuvres de petit et moyen format qui appartiennent à une production parallèle à celle des grands cycles peints pour orner les couvents et monastères sévillans ou d'Estrémadure qui ont permis d'asseoir et de construire toute la carrière de Zurbarán. Et ces œuvres de petit et moyen format ont été peintes par lui pour diversifier sa clientèle. Il s'adressait à des maisons religieuses de moindre envergure ou à des particuliers. Et dans ces œuvres se retrouve condensé l'art de Zurbarán, puisqu'il s'agit de compositions extrêmement simples, réduites à la transcription de peu d'objets ou d'un modèle unique, avec des cadrages très resserrés, une réduction aussi des volumes à l'essentiel, qui est véhiculée par des contrastes lumineux très importants entre ombre et lumière, et puis une attention très virtuose, très scrupuleuse au rendu des matières évoquées dans ces œuvres. Ce sont vraiment des caractéristiques essentielles de l'art de Zurbarán que nous souhaitions mettre en avant, de même que la réduction de sa palette chromatique, parce qu'il se retrouve dans le Saint François de Zurbarán, qui est l'objet principal de l'exposition. C'est le cas, par exemple, dans cette merveilleuse nature morte au pot, prêtée par le Musée national d'art de Catalogne à Barcelone, qui, vous voyez, rassemble simplement 4 pots posés sur un entablement, alors le rebord d'une étagère ou une table, peu importe, ce sont vraiment ces objets et leur plasticité qui font la force et la beauté de cette œuvre. Alors des objets que l'on pourrait pensée très modeste puisque la composition elle-même est laide, mais en fait il s'agit d'objets plutôt luxueux, en tout cas relevant d'un intérieur, d'un foyer aisé, puisqu'il s'agit d'un bernégal, cette tasse à boire de l'eau que vous voyez ici, de 2 alcarazas, donc des cruches pour refroidir l'eau qui étaient produites dans le quartier de Triana à Séville, et enfin ce boucaro, ce pot à verser l'eau en argile rouge,
qui provient d'Amérique, donc des Indes, disait-on alors, et qui atteste vraiment de ce commerce et des échanges entre ce Nouveau Monde et l'Espagne de Zurbarán. Alors ce sont des pots assez luxueux, en tout cas des objets qui ne relèvent pas des foyers les plus communs, et cela nous oriente vers la lecture d'une nature morte qui relèverait du genre de la vanité. Il serait question de la précarité des biens terrestres, car on n'applique plus systématiquement maintenant une lecture religieuse à ce type d'œuvre comme on a pu le faire assez systématiquement jusqu'à une période assez récente. Il s'agit vraiment d'inscrire ce genre de production dans la production plus large des bodegones, donc ces natures mortes produites en Espagne du temps de Zurbarán et déjà avant lui. Et ici, on peut penser que Zurbarán s'est inspiré par exemple de l'exemple de Sánchez Cotán. À la fin du XVIe siècle et au XVIIe siècle, dans le sillage de la Réforme catholique, les représentations de saint François fleurissent. C'est vraiment l'un des saints les plus représentés en Europe et en particulier en Espagne. C'est un exemple parfait à offrir aux fidèles et auxquels s'identifier, puisque saint François a abandonné les richesses terrestres. Il a abandonné en tout cas les richesses que lui offrait son ascendance familiale. Il a épousé une vie totalement dévouée à la pratique de la pénitence et de la prière, et donc offre un exemple parfait pour mettre en œuvre les préconisations des mystiques de ce temps-là, notamment en Espagne, si l'on pense à Thérèse de Ávila ou encore à saint Ignace de Loyola, qui, dans ses exercices spirituels, prônait la méditation sur la mort et sur, évidemment, la passion du Christ. En Espagne, le promoteur principal de l'image de saint François à la fin du XVIe siècle, c'est évidemment le Greco, Domenikos Theotokopoulos, cet artiste né à Candie, en Crète, en 1541, et qui s'installe à Tolède en 1577. Et de son installation à Tolède en 1577 jusqu'à sa mort en 1614, on estime que lui et son atelier produisent une centaine de représentations de saint François. C'est le premier à élaborer autant de typologies différentes pour représenter saint François, donc en extase, en méditation, recevant les stigmates, agenouillé, debout, en buste, avec ou sans frère Léon. Les spécialistes chiffrent entre 10 et 13 typologies et une production à une très grande échelle, sur le modèle des maîtres vénitiens qu'il a connus lorsqu'il a séjourné et s'est formé à Venise. Il jouissait d'un grand atelier qui pouvait dupliquer en fonction de la demande des œuvres connaissant un grand succès, et ses représentations de saint François en ont connu un immense. Il faut savoir qu'à Tolède, à l'époque où le Greco peint ses tableaux, donc autour de 1580-1595, il y a beaucoup de laïcs qui adhèrent au tiers-ordre franciscain. Et c'est le cas du Greco lui-même. Donc il y a une véritable adhésion du peintre lui-même au projet et à la vie de saint François. Évidemment, c'est une œuvre qui est extrêmement présente dans les lieux de culte en Espagne, à l'époque où Zurbarán peint. C'est une œuvre qui est déjà diffusée aussi par la gravure, et il est certain que Zurbarán, qui va devenir à son tour l'un des grands peintres de saint François, s'est inspiré de l'exemple du Greco. Dans les tableaux prêtés par les musées de Lille et de Pau, il est question de saint François priant, méditant, en s'appuyant sur un crâne. C'est bien l'exemple promu par saint Ignace de Loyola, cette méditation sur la destinée humaine et la fin assignée à toute existence, comme ce fut le cas pour le Christ incarné en homme. Et vous voyez ce cadrage déjà très resserré, cette concentration sur les affects, et évidemment cette manière extraordinaire, même pour des œuvres d'atelier, comme c'est le cas ici. À la mort du Greco, on compte 9 saint François dans son atelier. Et à la mort de son fils, qui a repris l'atelier, Jorge Manuel, on en compte 17. Donc vous voyez, c'est vraiment une production pléthorique qui découle de cet atelier tolédan. Comme le Greco, Francisco de Zurbarán a peint à de très nombreuses reprises saint François, donc méditant, en prière, en extase. Lui aussi l'a peint debout, agenouillé en prière ou en extase. Et ce, dès les débuts de sa carrière, à la fin des années 1620 et jusqu'à la toute fin de cette même carrière, autour de 1660. Dans l'exposition, nous présentons ainsi des œuvres qui ont été créées pendant ces décennies, de la fin des années 20 jusqu'à 1660, et elles rendent compte à la fois de la profusion de cette production. On estime qu'il subsisterait aujourd'hui une cinquantaine de saint François peints par Francisco de Zurbarán et son atelier.
Et ce panorama offert dans l'exposition des Saint-François peint par Zurbarán permet aussi d'évoquer l'inflexion connue par sa manière au fil des décennies. C'est-à-dire que les premières œuvres du début des années 1630 témoignent d'un ténébrisme très puissant, donc des contrastes entre ombre et lumière très accusés, qui découpe les formes de manière très volumétrique, avec une palette extrêmement restreinte, essentiellement puisqu'il s'agit ici de Saint-François au brun et aux ocres. Et au fil de la carrière et de la vie de Zurbarán, cette manière va s'infléchir, puisqu'à la fin de sa vie, la palette est plus riche, plus variée, l'éclairage est plus clair également, mais l'expression du sacré reste tout aussi sensible et l'attention accordée aux détails, le soin dans la caractérisation des matières subsiste jusqu'à la fin de sa vie et de sa carrière. Parmi les Saints François de Francisco de Zurbarán que nous présentons dans l'exposition, il est une œuvre à part. C'est le Saint François prêté par la National Gallery de Londres. Ce Saint François a été le plus connu parce qu'il a figuré dans la galerie de Louis-Philippe, une galerie d'art espagnole qui a été présentée de 1838 à 1848 au Palais du Louvre. Ce chef-d'œuvre de Zurbarán a cristallisé une certaine idée que l'on se faisait déjà de l'Espagne, cette idée de la mystérieuse Espagne aux passions exacerbées, aux mortifications elles-mêmes extrêmes. Et ce Saint François de Zurbarán incarne dès lors l'art de Zurbarán, qui était très peu connu jusqu'à cette date, et va donner lieu à des commentaires de la part de critiques et d'hommes de lettres extrêmement dithyrambiques. L'effroi le dispute à l'admiration dans ses commentaires, et des personnes telles que Delescluze, Henri Blaz, Léon Gosselin, mais aussi Edgar Quinet ou Théophile Gautier vont consacrer des pages vibrantes à cette œuvre. Alors dans ce tableau, on comprend que les effets mis en œuvre par Zurbarán aient pu frapper les visiteurs et les commentateurs, puisque vous voyez, c'est une image très saisissante avec ce cadrage très resserré autour d'une figure à taille réelle, dont le corps se présente à un angle droit. Et ce cadrage très serré, cette proximité véhicule une véritable intimité. On se retrouve quasiment mis en présence de ce moine dans sa cellule, ce moine qui n'est pas n'importe quel franciscain. Il s'agit bien de Saint François, puisque une discrète blessure sur la main droite témoigne de la stigmatisation reçue par le saint dans son union mystique avec le Christ. Alors il s'agit d'une commande d'un ordre capucin, forcément, c'est ce capuce pointu qui nous l'indique. C'est aussi ce rapiéçage, vous voyez cet habit usé a été raccommodé, rapiécé. Les capucins étaient l'ordre qui mettait en application avec la plus grande rigueur le vœu de pauvreté et d'humilité, et un même habit, lorsqu'il était défaillant, était rapiécé comme celui-ci. Vous voyez cet éclairage latéral très, très fort par l'arrière qui met en valeur la matérialité de cette laine brute avec laquelle est cousue la robe de bure, mais aussi ses mains. Et ce n'est pas anodin puisque c'est ici que se trouve le stigmate de Saint François. Et ces contrastes lumineux aussi dérobent l'expression même du saint. Ses yeux sont à peine visibles, ses yeux qui portent vers le haut. À peine sa bouche entrouverte et son nez sont-ils révélés. Donc une figure très mystérieuse qui donne prise à l'imagination et aux commentaires littéraires. Ce Saint François, qui appartient désormais à la National Gallery de Londres, a fait l'objet de nombreux commentaires, mais il a aussi été répliqué très tôt. Son image a été diffusée par l'entremise de la gravure. Dès 1839, Victor Desclos produit une gravure et en 1849, une image davantage connue et diffusée, celle de Masson, qui va être reproduite par Charles Blanc dans son Histoire des peintres de toutes les écoles et qui donc va permettre une grande renommée pour ce tableau. Avant d'arriver dans cette salle, le visiteur a déjà vu plusieurs représentations de Saint François, mais il s'est agi à chaque fois de Saint François représenté vivant dans son ermitage de l'Alverne, priant, recevant des stigmates, méditant. Dans cette salle, il est question d'une iconographie beaucoup plus rare. La représentation de Saint François tel qu'il aurait été redécouvert en 1449 par le pape Nicolas V dans la crypte de la basilique San Francesco d'Assise. En fait, il s'agit d'une légende selon laquelle 2 siècles après sa mort, le saint aurait été redécouvert par le pape Nicolas V, debout sur une dalle de marbre, ne s'appuyant pas à la paroi, nous dit-on, avec des chairs rosées et blanches, donc comme s'il était vivant. Et surtout, le pape Nicolas V aurait relevé le bas de la robe de bure et aurait redécouvert à cette occasion
des stigmates avec du sang frais, comme si le saint était encore vivant ou venait juste de trépasser. Alors c'est une iconographie qui a été très peu traitée, et Zurbaran lui-même l'a traitée au moins à 3 reprises, puisqu'il subsiste 3 exemplaires de cette iconographie sous son pinceau, un tableau conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon et 2 autres tableaux conservés au Museum of Fine Arts de Boston et au Musée national d'art de Catalogne de Barcelone. Pour la première fois, nous réunissons ces 3 tableaux, ce qui permet d'envisager différemment chacun d'entre eux au prisme de cette confrontation. Cette iconographie est très rare, mais elle avait été traitée par d'autres artistes avant que Zurbaran ne s'en empare. L'exemple le plus fameux à cette époque est celui d'un tableau de Reñio Carrés, et ce grand tableau représentant Saint François tel qu'il aurait été redécouvert par le pape, mais aussi sa suite, rendait compte de la totalité de la scène, c'est-à-dire qu'on y voyait certes Saint François tel que redécouvert par le pape, mais aussi le pape en train de soulever le bas de la robe, le cardinal Astorgio Annesi qui est l'auteur de ce récit, qu'il a consigné dans une lettre adressée à l'abbé Jacopo de Cavallina, le gardien de la basilique, Saint François d'Assise, le secrétaire du pape, Piero d'Anoceto, et d'autres moines franciscains de la basilique. C'est-à-dire que la veine était tout à fait narrative. Là où Zurbaran innove, c'est qu'il ne nous donne pas à voir la scène de manière complète avec les différents protagonistes, mais il se concentre sur la vision qu'aurait eue le pape Nicolas V ainsi que les membres de sa suite. Il nous propose de nous mettre à la place du pape pour expérimenter cette vision. Il n'a pas été le premier à le faire, à réduire de manière aussi radicale cette représentation. Avant lui, un autre peintre, Alejandro del Huarte, et des sculpteurs tels que Gregorio Fernandez ont produit des Saint François tels qu'il aurait été redécouvert par le pape Nicolas V. Le tableau de Reñio Carrés qui avait été peint pour le monastère San Francisco El Grande de Madrid a malheureusement disparu, mais nous avons la chance de pouvoir présenter dans l'exposition le dessin préparatoire à cette œuvre qui permet d'envisager la forme qu'elle revêtait. Le Saint François de Francisco de Zurbaran conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon aurait été conservé avant son arrivée au musée dans un couvent lyonnais, le couvent des Sœurs de Sainte-Élisabeth de Hongrie de la Balme-Saint-Clair, dit couvent des Collinettes parce qu'il a été fondé par le marquis et la marquise de Coligny. Et le découvreur du tableau serait Jean-Antoine Morand, un architecte et urbaniste connu des Lyonnais puisqu'il a réaménagé tout un quartier, le quartier Saint-Clair. Et la petite histoire, nous raconte François Artaud, premier directeur du Musée des Beaux-Arts de Lyon, veut que lorsque Morand a redécouvert le tableau, c'était dans le grenier de ses Collinettes parce que les sœurs avaient peur de ce tableau. Et toujours selon cette petite histoire, le chien de Morand se serait mis à aboyer en voyant apparaître cette figure semblant surgir des ténèbres. Et de fait, c'est un tableau qui nous impressionne encore aujourd'hui, dont on peut bien penser qu'il aurait impressionné ses sœurs des Collinettes. Il était déjà présent avant la Révolution à Lyon, peut-être dès le XVIIe siècle. Les Sœurs des Collinettes avaient obtenu une relique provenant de Bruxelles par l'entremise du père de la Chaise, le confesseur de Louis XIV, dont l'une des sœurs était recluse dans ce couvent. Donc il est possible que le tableau soit venu directement d'Espagne dès le XVIIe siècle par l'entremise de la reine Marianne de Habsbourg, qui régnait en Espagne et qui était la belle-mère et la cousine de la reine Marie-Thérèse. Donc une histoire très ancienne de ce tableau à Lyon, le témoignage de l'impression très forte qu'il générait dès cette date, et un tableau qui représente de manière très radicale l'épisode de l'apparition de Saint François à Nicolas V en 1449, puisque tout élément narratif semble absent. Vous voyez ce cadrage très resserré autour de la figure du saint. Cette palette chromatique réduite à très peu de tons, des tons de terre, on le sait via des analyses chimiques, des terres sévillanes. Les formes elles-mêmes très sculpturales, réduites à l'essentiel par ce jeu très fort entre l'ombre et la lumière, et une expression extatique qui frappe aussi le visiteur. Cette grande économie de moyens, cette économie plastique vraiment drastique et radicale, explique sûrement pour une part l'impression très forte véhiculée par cette œuvre jusqu'à nos jours et l'empreinte qu'elle a laissée sur les visiteurs comme les artistes jusqu'à aujourd'hui.
Dans ce tableau, il y a peu d'éléments narratifs, mais il en subsiste un néanmoins, que nous avons redécouvert à l'issue de sa restauration, car le tableau a été restauré pour figurer dans l'exposition et être mis autant que possible en valeur. À l'occasion de cette restauration qui s'est achevée l'année passée, en 2024, on a redécouvert le pied gauche de Saint François. Alors ça n'est pas anecdotique puisque le pape Nicolas V a soulevé le bas du froc pour découvrir le pied avec un stigmate avec du sang frais, et ce pied découvert nous inscrit dans une temporalité très précise, c'est-à-dire que nous expérimentons la vision de Nicolas V juste après la découverte de ce témoignage de la vie du saint mort pourtant depuis 2 siècles. L'ombre portée aussi a son importance. Elle témoigne du fait que le saint n'est pas adossé au mur de son caveau, qu'il se tient donc debout comme s'il était vivant. Et enfin, on a redécouvert à l'occasion de cette restauration une gamme tonale beaucoup plus proche de la palette originelle de Zurbarán, des traits de pinceau, des traits de contour caractéristiques de sa manière. Et surprise merveilleuse, nous avons redécouvert aussi la signature de l'artiste et la date de l'œuvre, 1636, donc plus tôt qu'on ne l'imaginait jusqu'à présent, puisque l'œuvre était davantage datée des alentours de 1640, voire des années 1650. Et la redécouverte de cette date est importante parce qu'elle met en perspective les 2 autres versions qu'il existe de ce thème de la redécouverte de Saint François par Nicolas V, qui sont conservées à Boston et à Barcelone. Des œuvres dans lesquelles on peut s'interroger sur la participation de l'atelier quand on compare les qualités plastiques de ces 3 tableaux. Et c'est la réunion physique permise par l'exposition qui permet aux spécialistes de se prononcer sur ce point. Non seulement nous présentons pour la première fois les 3 versions qui sont conservées dans les musées de Boston, Barcelone et Lyon, mais nous les présentons aussi dans un état totalement inédit puisque le tableau de Lyon a été restauré pour l'occasion, mais celui de Barcelone l'a aussi été. La préparation de l'exposition a été l'occasion d'une formidable coopération avec le Musée national d'art de Catalogne, et lorsque nous avons demandé des éléments techniques de comparaison pour la restauration de notre tableau, ils ont fait une radio du leur et se sont rendus compte qu'à l'arrière-plan subsistait la voûte en plein cintre de la niche devant laquelle se situe le saint, l'ombre portée aussi à l'arrière du saint, et ils ont entrepris à leur tour la restauration de leur tableau. Pour peindre le Saint François de Lyon, Francisco de Zurbarán s'est inspiré de sculptures, on le sait, mais il a à son tour inspiré toute une production sculptée de Saint François, dont le prototype est le Saint François sculpté vers 1663 par Pedro de Mena, que vous pouvez voir dans la sacristie de la cathédrale de Tolède. Et tout au long du XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, des Saints François tels que redécouverts par le pape Nicolas V ont été sculptés par Pedro de Mena, ses suiveurs, ses émules, et de grands sculpteurs tels que Fernando Ortiz, dont nous présentons une œuvre. Dans ces sculptures, comme dans la peinture de Zurbarán, il est question à la fois de mettre en présence la figure sacrée, la figure du saint, mais aussi de le faire par des moyens tels que le naturalisme, une description très vériste des éléments, allant jusqu'à emprunter des éléments véritables, tels que de la corde en chanvre pour le cordon de Saint François, des dents en ivoire ou en os, des yeux en verre. Toujours cette cohabitation, cette tension entre expression du sacré et naturalisme des moyens. Afin de bien faire saisir aux visiteurs la singularité de l'image créée par Zurbarán, pour illustrer l'épisode de la redécouverte du corps de Saint François par le pape Nicolas V, nous avons rassemblé dans la section suivante des tableaux peints exactement à la même époque, donc dans les années 1630 et postérieurement, qui donnent à voir des visions tout à fait différentes de l'épisode, des visions beaucoup plus globales dans lesquelles sont présents tous les protagonistes cités dans la missive du cardinal Agnesi. Ce sont des œuvres à la veine narrative, donc tout à fait distinctes du parti pris adopté par Zurbarán, dans laquelle le Saint François lui-même est relégué à la portion congrue. Il se retrouve sur l'un des bords de la composition générale, alors qu'il faisait l'unique objet du tableau de Zurbarán. Ces tableaux ont été peints en France dans les années 1630. Le tableau prêté par le musée du Louvre, peint par Laurent de la Hire, a précisément été créé en 1630. Comme les autres tableaux que nous présentons,
de Jacques Blanchard, de Cazes, ou la tapisserie provenant de la manufacture d'Aubusson. Le tableau de Laurent de La Hire a été commandé pour les Petits Capucins du Marais à Paris, devenue aujourd'hui la cathédrale Sainte-Croix des Arméniens de Paris. Et c'est une commande très importante pour le jeune Laurent de La Hire qui a tout juste 24 ans lorsqu'il peint ce tableau. Il en peint une dizaine pour l'ensemble de cette église des Petits Capucins du Marais. C'est à tel point important qu'il se figurerait lui-même à l'arrière-plan à côté du cardinal Agnesi. Dans ces tableaux, et celui peint par Laurent de La Hire en particulier, c'est vraiment la découverte des stigmates reçus par saint François qui sont au cœur de la représentation. Ces stigmates qui font de saint François un équivalent du Christ, puisqu'il aurait reçu dans son ermitage de l'Alverne, près d'Arezzo, des stigmates dans les paumes des deux mains, aux deux pieds et sur le flanc droit, comme les blessures du Christ sur la croix. Ce tableau de Laurent de La Hire diffère aussi du tableau de Zurbaran dans la mesure où la palette est élargie à des tons rouges, où il y a des expressions, des attitudes très théâtrales qui introduisent une dimension beaucoup plus narrative que méditative, comme c'était le cas dans le tableau de Zurbaran. Après avoir été redécouvert à la fin du XVIIIe siècle par l'architecte Jean-Antoine Morand, le Saint François de Zurbaran du musée de Lyon a appartenu à un peintre et graveur célèbre en son temps, Jean-Jacques de Boissieu, dont la collection était visitée y compris par des princes, qui étaient vraiment prestigieuses. Et Jean-Jacques de Boissieu reproduit le tableau dans une gravure intitulée « Les Pères du désert » en 1797. Donc on est certain qu'avant 1797, il lui appartenait. C'est auprès de ce même Jean-Jacques de Boissieu qu'en 1807, le musée des Beaux-Arts de Lyon acquiert le tableau. Un musée qui n'a ouvert ses portes que 4 ans auparavant, en 1803. Et donc ce tableau fait intrinsèquement partie de l'histoire du musée de Lyon. Il a toujours été présenté en salle, à l'exception de 2 années, au XIXe siècle. Et c'est une œuvre qui a été vue, connue, admirée dès son arrivée au musée, comme en témoignent des copies ou des intégrations de ce tableau dans d'autres compositions d'artistes tels que Fleury Richard ou François-Marius Granet. Donc des élèves de David, des élèves d'Ingres, des symbolistes lyonnais ou connaissant, fréquentant des Lyonnais vont s'emparer de ce tableau pour produire à leur tour des œuvres qui emportent l'influence, qu'il s'agisse de peinture ou de sculpture d'ailleurs, puisque des sculpteurs tels que Cariès ou Astruc se sont aussi saisis du modèle offert par le tableau de Zurbaran. La plupart des œuvres présentées dans cette section portant sur la fortune du tableau de Zurbaran au XIXe siècle ont été produites par des artistes lyonnais, mais il existe aussi des cas hors de l'influence lyonnaise directe, témoignant de la connaissance de ce tableau. C'est le cas du tableau représentant le prophète Daniel, peint par Jules Ziegler en 1838. Alors c'est un tableau qui nous intéresse à plus d'un titre, déjà parce qu'il témoigne de l'appropriation du modèle offert par Zurbaran par des artistes extérieurs à la sphère lyonnaise. Néanmoins, Ziegler était l'élève d'Ingres et a fréquenté dans cet atelier d'Ingres des Lyonnais prestigieux comme Paul Chenavard. Et il a aussi pu passer par Lyon en 1830 lorsqu'il est allé à Rome. Il est fort possible qu'il ait fait une étape lyonnaise et ait connu le tableau par ce biais. C'est en tout cas une œuvre qui témoigne de l'influence au niveau national du tableau de Lyon et qui nous montre qu'il a pu être transposé dans des iconographies tout à fait autres, puisqu'ici il s'agit d'un sujet tiré du livre 6 de Daniel, dans lequel vous voyez le prophète Daniel qui a été condamné à périr dévoré par des lions par l'empereur perse Darius II, pour ne pas avoir adoré Darius à l'instar d'un dieu. Vous voyez le prophète en train d'être sauvé par un ange qui lui semble plutôt dérivé de la peinture italienne, on pense à des modèles tels que ceux de Raphaël, et vous le voyez représenté de manière très frontale, les bras écartés, les paumes tournées vers le haut, le regard extatique aussi tourné vers le haut, dans une robe de laine brune, similaire à la robe de bure de saint François.
C'est un tableau qui témoigne de l'influence très précoce du Saint François de Lyon, puisque peint en 1838, Ziegler était épris de peinture espagnole. On sait que non seulement il a fait le voyage en Italie, comme le faisaient beaucoup de ses condisciples, notamment de l'atelier d'Ingres, mais il est aussi allé aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Espagne, ce qui était tout de même assez rare à l'époque. Et il a reçu le surnom de Zurbarán français. On l'a dit fils de l'Espagne, de la peinture espagnole tout du moins. Et dès 1838, date à laquelle, souvenons-nous, ouvre la galerie espagnole de Louis-Philippe, il a une connaissance approfondie de la peinture espagnole par les voyages qu'il a pu réaliser, mais aussi parce qu'il a eu connaissance des œuvres espagnoles collectionnées par le maréchal Soult, donc une autre collection prestigieuse d'œuvres prélevées en Espagne au début du XIXe siècle. Ziegler est une figure artistique éminemment originale puisqu'il s'est formé comme peintre dans l'atelier d'Ingres, mais il s'est aussi intéressé de manière très précoce, dès les années 1840, à l'art de la photographie. Il a aussi écrit des traités sur la céramique, il a créé une manufacture de grès près de Beauvais, donc un esprit curieux, un artiste voyageur qui a glané ses influences dans différents foyers artistiques. La grande modernité que l'on prête à l'art de Zurbarán, c'est-à-dire sa capacité dans des compositions d'une grande économie plastique à rendre compte d'un contenu très expressif, a continué d'impressionner les artistes au-delà du XIXe siècle, au XXe et XXIe siècle, jusqu'à aujourd'hui. Et en 1937, lorsque Javier Bueno, un peintre espagnol formé à l'Academia de San Fernando, l'école des beaux-arts de Madrid, s'inspire encore de notre tableau pour produire cette image d'un combattant fusillé, victime des nationalistes en 1937. C'est un tableau qui a été présenté au Salon d'automne à Paris en 1937. Javier Bueno a quitté Madrid, s'est installé à Paris, ville des avant-gardes, dans un contexte évidemment de guerre civile que l'on connaît. Et en dépit du fait qu'il ait épousé les avant-gardes, qu'il ait été même formé à Madrid par un Vasquez Diaz, un peintre qui était l'ami de Juan Gris, qui lui-même avait fréquenté les avant-gardes au début du siècle à Paris. Il reste très attaché à la tradition de la peinture espagnole et se réfère à Zurbarán. L'aura mystique du Saint François est ici transposée à l'aune d'une victime du nationalisme qui se présente de manière très frontale. Alors, les mains ne sont plus cachées par les manches de la robe de bure, elles sont liées par des cordes. Le regard extatique nous échappe, puisqu'il est caché par le bandeau qui ceint le visage de cet homme qui s'apprête à être fusillé. Javier Bueno a non seulement repris la composition de Zurbarán pour camper cette victime des nationalistes en 1937, mais il s'est aussi emparé de la palette de Zurbarán, puisqu'il décline un camailleux de gris argenté, de brun, tel que Zurbarán en employait. Il a aussi repris le motif de l'ombre portée. Vous voyez une ombre un peu inquiétante qui est portée sur ce mur nu. La grande simplicité de ce décor aussi dérive du prototype créé par Zurbarán. Il y a jusqu'aux pièces cousues sur cet habit très modeste qui témoignent de l'héritage des Saint-François de Zurbarán sous le pinceau de Javier Bueno. À la fin de l'exposition Zurbarán réinventer un chef-d'œuvre, nous proposons une ultime surprise à nos visiteurs, la découverte de pièces créées par 3 grands noms de la haute couture, Cristóbal Balenciaga, Madame Grès et Asdin Alaya. En effet, ces 3 grands créateurs ont été influencés par l'habit monastique et plus précisément par les Saints François peints par Francisco de Zurbarán. Vous avez jusqu'au 2 mars pour visiter l'exposition Zurbarán réinventer un chef-d'œuvre. Nous serons très heureux de vous y accueillir. Mais sachez que l'exposition connaîtra un prolongement puisque les 3 Saint-François de Boston, Barcelone et Lyon seront présentés au printemps dans une exposition du Musée national d'art de Catalogne à Barcelone. Et vous pouvez retrouver aussi le catalogue de l'exposition et toute une programmation qui a été organisée autour de l'exposition d'ici là.